d'être venus aussi nombreux par ce beau soleil avec cette brocante. Donc, alors avant de commencer, je tenais quand même à remercier Monsieur le maire qui nous a mis gracieusement la salle à disposition, ainsi que l'équipe municipale et les différents services qui nous ont aidés, en particulier Béatrice et Caro, et puis aussi Sylvain pour tout ce qui est plutôt logistique de la salle. Alors donc aujourd'hui, nous vous avons invité, alors je ne vais pas parler toute seule comme j'ai l'habitude de le faire quand j'interviens sur Poly. Aujourd'hui donc, Germinal Rebouille m'a fait le plaisir de venir partager cette causerie avec moi. Et donc l'idée, un petit peu tous les deux, eh bien, c'est d'essayer de comprendre comment le village de Banyuls s'était construit depuis le Moyen-Âge, donc ça on va le voir très rapidement, depuis Charlemagne, jusqu'on va dire à la fin du XIVe siècle, début XVe. Alors vous verrez, puisqu'on est on a choisi donc de scinder notre parole en deux, moi je vais plutôt vous montrer le cadre, le grand cadre dans lequel Banyuls s'est construit, et après Germinal lui va évoquer un cas plus particulier qui est la construction du Mas Cornet. Et où donc là, si moi je vais placer le grand cadre, on va essayer de voir ce village et puis les habitants un petit peu progressivement se constituer. Donc Germinal lui va plus vous parler de la pensée de ces hommes et de ces femmes du Moyen-Âge, de ces hommes et de ces femmes, comment est-ce qu'ils construisaient, sur quel rapport est-ce qu'ils étaient, quel type de modèle est-ce qu'ils essayaient de mettre en place. Donc vous voyez, moi je vais parler, on va dire un petit peu du général, et Germinal va lui plus rentrer dans l'intime, hein, c'est-à-dire dans ce qui fait vraiment la culture, ce qui est transmissible. Mais ça, il vous en parlera bien mieux que moi tout à l'heure. Alors donc, vous le voyez, j'ai choisi comme bord chronologique le 9e et le 14e, hein, donc vous voyez c'est relativement large. Pourquoi? Bien parce que, toujours pareil, hein, pour le Moyen-Âge, l'historien, qu'est-ce qu'il lui reste pour essayer de reconstruire l'histoire? Deux types de sources. Les premières sont les sources écrites. Hein. Alors forcément, les sources écrites, chez nous, dans le département, on n'en a pas avant l'arrivée de Charlemagne. Donc, ce qui est avant, au niveau écrit, je ne peux pas vous en parler. Et ensuite, il y a tout ce qui est vestiges archéologiques. Alors, les vestiges archéologiques, on en a quelques-uns qui sont bien antérieurs au Moyen-Âge, hein, puisqu'on a encore donc, certaines pierres dressées que connaissent certaines dans la montagne. Hein. Donc on sait qu'il y a eu un habitat, mais faute de fouilles vraiment de grande ampleur, ça reste encore difficile à estimer. Hein. Donc moi je vais vous parler de la partie qui est la mieux documentée au niveau des sources, cette période qui va commencer avec Charlemagne. Alors pour cette partie, je me suis largement inspiré des discussions que j'ai pu avoir avec M. Ferré, donc je tiens quand même à lui rendre hommage, hein, puisque ça a été un des tout premiers vraiment à travailler ça, à travailler les fonds documentaires. Donc c'est une véritable mine d'or. Hein, c'est vrai qu'il connaît les archives sur le bout des doigts, et donc je voudrais quand même lui rendre hommage aujourd'hui avant de commencer. Donc vous le voyez, j'ai choisi un plan très simple. Hein. On va d'abord parler des origines terriennes et montagnardes de Banyuls, 9e, 12e siècle. Et ensuite, donc, on va plus rentrer dans la construction du village, donc 13e, 14e siècle. Alors, j'ai appelé la première partie des origines terriennes et montagnardes. Pourquoi? Eh bien parce que les Banyulencs, hein, je sais, on habite Banyuls-sur-Mer, mais les Banyulencs viennent de la terre. Hein. Alors sur la côte Vermeille, on a deux grands villages, je suis désolé pour les Port-Vendré et les Cerbériens, hein, mais historiquement on a deux grands villages que sont Collioure et Banyuls. Et si vous regardez, hein, pendant très longtemps, eh bien, les Banyulencs ont plutôt été des terriens, alors que les Colliourens étaient plutôt des gens de mer. Et si vous regardez, puisque moi j'ai étudié plus particulièrement le 19e siècle, on voit bien que les produits de la terre, c'est-à-dire le vin, est plutôt fait à Banyuls, alors que les produits de la mer, les anchois, les sardines, sont plutôt salés à Collioure. Hein, pendant très longtemps, il y a eu cette distinction terre-Banyuls, mer-Collioure. Et donc si vous avez en tête le blason de la ville de Banyuls, hein, In mar viatua, vous le voyez ce blason, cette barque catalane qui vogue avec cette sentence latine, hein, In mar viatua, sur la mer est ta voie, et ça c'est une construction du XVIIIe siècle. Auparavant, vous seriez allé voir un Banyulenc au Moyen-Âge et vous lui aurez parlé de la mer, il aurait beaucoup rigolé. Parce que lui, il vient de la terre, et ça on va le voir. Alors tout commence avec la création de la Marca Hispanica. Alors la Marca Hispanica, ça veut tout simplement dire la marche d'Espagne. Alors vous le voyez, de 785 à 811, eh bien Charlemagne vient ici et commence à faire la conquête donc, de tous les Pyrénées. Et en 811, il va créer la Marca Hispanica. Donc vous le voyez, c'est cette grosse bande de terre. Alors, la seule partie qui n'appartient pas, qui n'est pas sous le règne de Charlemagne, c'est les Vascons. Vous voyez, les peuples bascos qui ont donné à la fois les Basques et les Gascons. Donc c'est les seuls qui ne sont pas sous l'autorité de Charlemagne. Autrement, tout le reste
et sous Charlemagne. Et on voit bien ici hein, le comté de Paillard, qui est le premier ou le dernier comté du catalan. Pardon. Donc les comtés catalans, vous avez Paillard, Urgell, la Cerdagne, le Val-Espire. Ici, on a Besalú. Hein, et donc, on voit ici, nous, on se situe. Donc, on va se situer au conflant entre le comté de Besalú et le comté du Roussillon. Et donc, pendant quelques décennies, du moins quelques siècles, on va passer ou bien chez l'un ou bien chez l'autre en fonction des mariages ou bien des transmissions et des héritages. Alors, Charlemagne, on l'appelle aussi l'évêque de l'extérieur. Alors là, vous voyez une reproduction. Alors, c'est une reproduction qui date du 19e. Hein. Charlemagne ne ressemblait pas à ça. Paraît-il qu'il n'était même pas barbu. Mais ce qui est intéressant sur cette reproduction, c'est qu'on voit que sur sa droite, il tient une épée. Et sur sa gauche, il tient un globe surmonté d'une croix. Hein, parce que Charlemagne, lorsqu'il fait des conquêtes, il les fait toujours en s'appuyant sur l'Église. Alors, ce qu'il y a d'intéressant avec Charlemagne, et c'est pour ça que certains historiens l'ont appelé le premier des Européens, eh bien, c'est que, quelle que soit l'ethnie de laquelle vous êtes, hein, du moment que vous vous baptisez, que vous devenez chrétien, eh bien, vous faites partie de l'Empire de Charlemagne et vous avez les mêmes droits que tous les autres habitants. Hein, alors qu'avant, on fait une distinction. Si, par exemple, vous êtes, nous ici, on est plutôt ibère, hein, on est plutôt d'ethnie ibère, eh bien, si jamais, moi, ibère, je pars dans le royaume des Burgondes, j'aurai moins de droits qu'un Burgonde. Si un Burgonde vient dans mon royaume ibère, eh bien, il aura moins de droits que moi. Charlemagne, lui, ça ne marche pas comme ça. Du moment que vous êtes baptisé, que vous êtes chrétien, que vous êtes dans son empire, vous avez tous les mêmes droits, quelle que soit votre ethnie. Hein, donc, Charlemagne va toujours s'appuyer sur la religion chrétienne pour pouvoir conquérir de nouvelles terres. C'est exactement ce qu'il fait avec nous. Et c'est comme ça que vers l'an 800, eh bien, va être fondé le monastère Saint-Kirk de Coulers. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. Hein. Donc ceux qui ne le connaissent pas, allez-y, il est vraiment très sympa et puis on peut y organiser de super pique-niques. Hein. Donc alors ce monastère a été fondé vers 800, vous voyez, donc ici on a une carte de Banyuls, ici vous avez le centre-ville, ici vous avez le col de Banyuls et voilà le monastère. Donc vous voyez, en gros il se trouve juste derrière la crête. Et donc la fonction, le rôle du monastère de Saint-Kirk de Coulers, eh bien, ça va être de peupler la vallée de Banyuls. Les vallées qui composent le village de Banyuls. Et donc vous voyez qu'au Xe siècle, eh bien, ce monastère possède tout le haut de la vallée de la Baïorie, c'est ce que vous voyez en bas, le plus près de la croix, et il possède aussi la vallée de la Roume. Hein, donc ça a été donné au monastère en 970 par Suner, qui est comte donc d'Ampurias. Là, donc vous voyez ces grandes étendues de terre, où peut-être il y a un peu de peuplement, mais pas vraiment, hein, c'est difficile à dire. Hein. Donc, eh bien, on va leur donner ces grandes terres et on va leur dire à eux eh bien, de favoriser le peuplement. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour pouvoir rentrer des impôts. Hein, c'est-à-dire que si vous travaillez la terre, à partir de là, vous êtes soumis à l'impôt et ça va permettre donc à la province de s'enrichir. Et donc, pardon, je me suis trompé, je ne comprenais pas. Et c'est comme ça, donc, au XIe siècle, on va voir apparaître dans les textes la mention d'une paroisse, hein, d'une église, qui va devenir paroissiale, et c'est l'église des Abeilles. Ah, donc vous voyez, quand je vous dis qu'on vient de la terre, on est d'abord descendu des sommets et progressivement, on va aller vers la mer. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que la mer était ce qu'on appelle des vasses, c'est-à-dire toute cette partie-là littorale eh bien, était un marécage. Donc vous imaginez bien que qui dit marécage dit paludisme, hein, c'est-à-dire moustique, donc des conditions de vie qui sont difficiles, c'est pour ça que les hommes préfèrent rester en hauteur. Et puis, qui dit bord de mer dit aussi piraterie. Hein, alors c'est ce que je disais, hein, les habitants de Banyuls sont autant piratés que ce qu'ils piratent. Hein, on va retrouver exactement la même chose en Bretagne, hein, mais ça, c'est à cause du code de la mer, en gros. Hein, c'est-à-dire que le code de la mer dit que du moment qu'un bateau s'échoue sur la commune, les habitants ont le droit d'aller se servir dans la carcasse. Alors, il y en a qui trouvent le moyen de se dire, eh bien, si on faisait échouer des bateaux. Et c'est donc comme ça que les Banyulins, à certains endroits, vont allumer de grands feux qui vont tromper les capitaines et qui viendront s'échouer sur les rochers. Et c'est donc comme ça que, jusqu'encore aujourd'hui, si vous lisez le code maritime, vous vous apercevez qu'on ne peut pas faire de grands feux, il est interdit de faire de grands feux à moins de 200 mètres de la côte. Hein ? Alors, donc on voit apparaître cette paroisse, cette église. Alors c'est toujours le problème hein, de la poule ou de l'œuf qui est arrivé en premier. Alors est-ce que c'est l'église qui est arrivée, et puis ensuite les gens qui sont venus habiter autour, comme on peut le voir ici, ou est-ce que c'est parce qu'il y avait des gens qu'on est venu implanter une église ? Ah, ça va être difficile à résoudre hein, tant qu'on n'a pas de fouilles archéologiques sur lesquelles s'appuyer avec des dateurs
ou alors qu'on n'a pas de texte. Bon, c'est toujours compliqué, mais en tout cas, on sait qu'au XIe siècle, il y a là déjà aux abeilles un premier noyau de peuplement. Hein, ça doit faire entre 20 et 50 personnes, au grand maximum, pas plus. Hein. De toute façon, vous voyez bien la taille de l'église. Une église est toujours conditionnée pour accueillir toute la population. Donc si vous avez l'occasion d'aller aux abeilles un jour de voir l'intérieur, vous verrez que si vous rentrez à 30-40, déjà c'est pas mal. Et ensuite, au XIIe siècle, eh bien, on va voir arriver un autre mas dans les textes. Alors attention, là je vous parle des textes. Ça veut dire que c'est des mas qui vont commencer soit à être vendus, soit à être hérités. Ça veut dire qu'ils étaient déjà construits. Hein. Mais les textes ne les font apparaître qu'au XIe siècle. Hein. Alors, donc, au XIIe siècle, donc, on voit arriver le mas de la Roume, hein, qui est juste après le tombeau Mayol, hein, l'actuel musée Mayol. Alors, une fois qu'on a dressé un petit peu ça, donc pour toutes ces origines un peu difficiles à retrouver, maintenant on va plus rentrer dans le corps du sujet, c'est-à-dire dans la construction du village en lui-même. Alors, donc, vous le voyez, au XIIIe siècle, nous appartenons au comte de Bézalu, et nous retrouvons la paroisse des abeilles, toujours en hauteur, nous retrouvons le mas de la Roume, et on voit apparaître une nouvelle construction qui est le castell de l'Empurdanès. Celui-là, il y en a beaucoup qui doivent se demander. On l'appelle aussi le castell de la Cabeza de Oro. Et en fait, c'est lui. Le Masretch. Le Masretch, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement la forteresse du comte d'Empurias qui permet quoi donc, eh bien, de bloquer la vallée. La vallée de la Baïorie, pourquoi? Eh bien parce que c'est le chemin. Hein, quiconque contrôle ce point-là de passage, eh bien contrôle la vallée, l'accès à la vallée. Donc ensuite, on voit que ce comte d'Empurias, bien sûr, lui, forcément, la vallée de Banyuls, ça ne lui parle pas beaucoup, et puis il y a déjà un peu de peuplement, et puis ça fait loin quand même de son comté, il ne va pas y venir tous les jours. Donc pour l'administrer, eh bien, il va faire appel à une famille, qui est la famille de Pavot. Alors on dit de Pavot en français, en catalan on dit la famille de Pau, P-A-U, et eux ils viennent d'une ville qui n'est pas loin, hein, qui est toujours dans le comté de Bézalu, et qui s'appelle Santa Pau. Hein. Donc on pense que c'était un vassal du comte de Bézalu, d'Empurias, qu'il a voulu le récompenser, c'est comme ça qu'il l'a nommé Donzei des Abellas. Ensuite Donzei de Bagismo de la Marenda, hein, c'est un nom qu'on trouve, et ensuite de la vallée de Colico Profundis. Alors Colico Profundis, je me suis un peu creusé la tête, et en fait Colico Profundis c'est la vallée de Polille. Hein, donc tout ce qui est vallée des Allemagnes, etc., tout ce qui descend là, hein, maintenant qui appartient à Port-Vendre. Et bien sûr, il y a aussi Donzei de la vallée de Cerbère. Hein, donc vous voyez un peu jusqu'où s'étendaient ses possessions. Et c'est à peu près le territoire de la commune jusqu'à la création de la commune de Port-Vendre en 1823. Hein, pendant très longtemps, la commune de Banyuls a été une des plus étendues de France, hein, puisqu'on touche même Argelès, voire Collioure. Hein. Alors, je reviens. Donc lui, le comte d'Empurias, le Donzei de Banyuls, eh bien, va demander l'autorisation lui aussi de construire ce qu'on appelle une force, c'est-à-dire un petit château. Hein. Et alors bien sûr, où est-ce qu'il va venir s'établir? Donc plus près de l'église. Et c'est donc comme ça qu'à l'église va être accolé, alors il appelle ça une force, nous aujourd'hui on dirait que c'est un gros mas. Hein, c'est un gros mas fortifié, mais déjà pour l'époque, c'est quand même quelque chose qui en jette. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier, pour un homme du Moyen-Âge, un seigneur, alors c'est quelqu'un à qui il doit l'impôt, certes, mais c'est aussi quelqu'un qui est censé le protéger, c'est ça, hein, le deal entre eux, c'est-à-dire je travaille pour te nourrir, et toi en contrepartie, eh bien tu me défends. Hein. Donc, la force du seigneur de Banyuls, bien sûr, elle correspond à la richesse du territoire. Plus un territoire est riche, plus il va percevoir d'impôts, et plus il pourra marquer son empreinte dans le château. Hein, parce que pour un homme du Moyen-Âge, le château représente quoi? Représente la survie. Hein, c'est comme ça, et donc on va faire des murs très épais. Alors on n'a pas besoin que le château soit très beau, mais du moment qu'on sait qu'à l'intérieur on peut s'y protéger, c'est amplement suffisant. Et donc, le seigneur, eh bien lui, va essayer quelque part de valoriser ces terres. Et c'est donc comme ça qu'on va voir apparaître une bâtisse bien particulière. Donc je ne sais pas si vous la connaissez, elle se situe sur la route des Masses. Et donc ça c'est l'ancien moulin. Et ça c'est le moulin seigneurial, c'est-à-dire que tous les habitants du village sont obligés de venir moudre au moulin et ils doivent payer une redevance au seigneur. Et la personne donc, qui fait fonctionner le moulin, bien sûr, est payée par le seigneur. Alors elle est payée en nature, hein, au nombre de sacs. Donc ce moulin existe toujours, il est sur la route des Masses. Alors vous voyez donc la photo centrale, c'est le moulin, et vous voyez donc
que juste au-dessus du moulin, ici, sur la photo du haut, vous aviez une espèce de gros réservoir en forme d'entonnoir. Donc l'eau était captée, donc elle passait par cet entonnoir, donc là aussi il vous faut une grande quantité d'eau pour arriver pour actionner le moulin. Donc du moment qu'on avait suffisamment d'eau, eh bien on lâchait tout ça, ça passait sous le moulin. Il y avait une canalisation qui passait sous le moulin et là qui faisait tourner une roue. Et donc on voit que l'eau, eh bien en fait, ressortait sous le moulin. Alors aujourd'hui c'est quasiment enterré puisqu'on n'en a plus besoin, hein. Mais donc c'était tout le système qui permettait de faire fonctionner ce moulin. Et ce moulin était un moulin à farine. Mais ça je vous l'expliquerai tout à l'heure. Pardon ? Il est toujours, il est à la route des Masses. Il est juste avant le Mas de Bertha, voilà. Il s'appelle le Mas Paroutette, c'est ça. Chaque fois je confonds Paroutette Ramonette. Il est toujours, il est un petit peu, là vous le verrez sur votre gauche, juste avant d'arriver au Mas. Il est sur la rivière. Il est sur la rivière. Voilà, de l'autre côté de la rivière. Donc on a fait donc, ce qu'on appelle une resclose. Alors une resclose c'est quoi? C'est un petit canal qui permet en fait de dévier la rivière, hein, pour essayer d'avoir le débit le plus régulier possible. Et justement pour pouvoir remplir, alors il y a 3 citernes, hein, qui se succèdent avant d'arriver au moulin, justement parce qu'on a besoin de beaucoup d'eau, on a besoin donc d'avoir une grande masse d'eau pour avoir une force motrice. Et ensuite, donc après le moulin, eh bien, le seigneur des abeilles, eh bien, fait construire une deuxième réalisation, et ça, c'est la forge. Alors vous le voyez d'en haut, la forge, on la voit, ça c'est ce qu'on voit depuis la route quand on est au moulin. Hein? Donc vous voyez, c'est maintenant aujourd'hui c'est un groupement de maisons, mais à la base il n'y a qu'un seul mast. Et de ce mast qui se situe ici en haut, eh bien dépend une forge. Hein? Donc aujourd'hui c'est l'ancien mast de Vic, hein, quand vous passez sur la route des Masses, vous voyez, marque forge. Hein? Et donc c'est ici que se trouvait l'atelier, et bien sûr le forgeron, lui, habitait au-dessus. Et là pareil, hein, les habitants sont tenus de passer par la forge chaque fois qu'ils veulent faire des pièces en métal. Donc ça c'est intéressant parce que ça nous apprend aussi que désormais les Bagnoulins peuvent avoir accès à un outillage métallique. Hein? Chose que peut-être avant ils ne possédaient pas, ou plutôt rarement. Parce que trouver du fer, arriver à le fondre, parce que surtout que c'est une technique, hein, je veux dire n'importe qui ne peut pas fondre du métal et lui donner la forme qu'il veut. Donc en tout cas ça démontre que pour les Bagnoulins qu'il y a un certain confort qui va arriver qu'ils n'avaient pas forcément avant. Hein? Alors c'est vrai que d'un côté, le fait d'avoir un seigneur les a servis à la terre, mais d'un autre côté, le fait d'avoir ce seigneur leur permet aussi de pouvoir profiter de choses dont ils n'avaient pas et qu'ils ne possédaient pas. Donc, et c'est aussi pour ça que l'un dans l'autre, ils arrivent à s'entendre, hein, même si sporadiquement, il y a quand même des révoltes. Alors ensuite, on va voir au cours de ce XIIIe siècle apparaître un nouveau lieu de peuplement, et ça, c'est l'église Saint-Jean. C'est ce qu'on appelle la rhétorie. Donc là, on sait que XIIIe siècle, eh bien, on voit apparaître cette église, donc toujours pareil, est-ce que c'est le peuplement qui est arrivé ou l'église qui est arrivée avant? Mais en tout cas, cette église, donc, elle va se situer dans ce qu'on appelle la vallée du Baïpoupou. Et là, second peuplement, et celui-là ne dépend pas du seigneur des abeilles. Hein, donc là aussi, on voit bien une différence. Hein. Pourquoi? Parce qu'au Moyen-Âge, il y a plusieurs types de seigneuries. Et on peut avoir ce qu'on appelle une seigneurie laïque, qui appartient à un seigneur, un chevalier ou un comte. Et vous pouvez aussi avoir des seigneuries ecclésiales. C'est-à-dire que celles-là, elles dépendent d'un évêque ou d'un abbé. Alors, il se trouve ici que Saint-Jean dépend du monastère de Saint-Père de Rhodes. Hein, toujours pareil, on est toujours de l'autre côté. Vous voyez que nos origines, hein, sont vraiment dans les montagnes et sont vraiment du côté catalan. Là aussi, alors là on sait qu'on a une dizaine de masses ou de bordes. Alors une borde, en gros, c'est la moitié d'un mas. Hein, à la fois au niveau de la superficie de l'habitat, de la superficie donc, de la culture. Et ensuite, on va voir arriver un troisième lieu de peuplement, toujours au XIIIe siècle. Donc vous voyez là une certaine vitalité au XIIIe siècle, sûrement parce que bien, les choses vont mieux, il y a un seigneur, les choses sont cadrées, on n'a plus d'attaques et de rapines comme on pouvait avoir, donc les choses se calment, les populations s'installent plus durablement. Et donc ça, le troisième lieu de peuplement, c'est le Puig. Hein? C'est-à-dire que là, eh bien, là, on a vraiment complètement fermé l'entrée de la vallée. D'un côté, vous avez le château de l'Empordanès, et de l'autre côté, eh bien, vous allez retrouver le Puy d'Elmas. Et là maintenant, on va passer au XIVe siècle, donc voilà où on en était, au XIVe, et d'un coup, hein, va arriver la guerre à Banyuls,
Alors ça fait rigoler parce que c'est une guerre entre Banyuls et Cerbère au XIVe siècle. C'est toujours intéressant. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que il semblerait que la famille de Pavot ait décidé que le fils aîné posséderait Banyuls et le fils second, lui, eh bien, recevrait Cerbère. Mais bien sûr, le fils second doit toujours être le vassal du fils premier. Forcément. Mais là, on ne sait pas ce qui se passe, mais en tout cas, les deux frères, Jean et Francisco, ne s'entendent pas sur un point, on ne sait pas lequel, les archives ne le disent pas. Et c'est comme ça que, eh bien, Jean de Pavot va mobiliser ses 8 vassaux, donc quand même, c'est-à-dire que grâce aux impôts qu'il perçoit sur le territoire de Banyuls, eh bien, pardon, le seigneur de Banyuls est capable de payer à l'année 8 sergents d'armes. En gros, on va dire ça, c'est-à-dire qu'il les équipe en cheval, en armure. Bien sûr, il faut qu'ils mangent, il faut les loger. Donc, vous imaginez, il a une petite armée de 8 personnes qui l'aident. Et tout ça, bien sûr, sur les impôts que lui payent les Banyuls. Et dépend 22 capes de case. Ce qu'on appelle des capes de case, ce sont des chefs de famille. C'est-à-dire qu'il y a 22 familles installées à Banyuls. Alors, bien sûr, ces chefs de famille, ils dépendent du seigneur. Et donc, quand le seigneur déclare la guerre, eh bien, ils sont obligés d'y aller. Alors, de l'autre côté, on va trouver Francisco de Pavot. Alors, lui, il a 6 vassaux. Et il est aidé par Amphos Amoros, qui lui est seigneur d'Argelès. Et donc, lui, il a sous ses ordres 13 capes de case, 13 chefs de famille, qui sont aidés par 13 colurins, on les retrouve partout, les colurins. Toujours pareil avec eux. Alors, donc vous voyez, en gros, on a 30 contre 33. Donc, imaginez une guerre qui oppose 30 bonhommes contre 33. Bon. Et puis, imaginez aussi la motivation des capes de case. Puisqu'après tout, c'est qu'une histoire entre Jean et son frère. Eux, à la limite, ça ne les regarde pas, ça ne les intéresse pas. Et puis d'un coup, le seigneur dit, voilà, moi, ça ne marche plus avec mon frère, donc on va se battre. On va se battre, d'abord, ils n'ont pas d'armes. Alors qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des fléaux, ils ont des fourches, ça peut faire mal quand même. Ils ont des bâtons. Mais bon, 30 contre 33, surtout que la guerre va durer 10 ans. Alors forcément, vous êtes paysan, vous avez une famille à nourrir, vous avez autre chose à faire qu'aller courir les collines pour courir après 13 colurins et 13 cerbériens. Donc, vous allez avoir tendance à plutôt être sur la retenue. Donc, il ne faut pas s'imaginer 10 ans de guerre ininterrompue. De temps en temps, il y a des échauffourées. De temps en temps, il y a du bétail mort. De temps en temps, on met le feu. De temps en temps, on rentre à la maison, surtout quand on a des terres du côté là-bas, quand on commence à partir vers le Siris, qu'on est mitoyen avec Cerbère. Donc quand on rentre du travail, il y en a 4 ou 5 qui vous tombent dessus, on prend une astoussade. Bon, alors il ne faut pas non plus, il faut faire attention parce que c'est vrai que vu les connaissances médicales qu'ils ont à ce moment-là, des fois un coup de bâton mal placé, ça peut vous valoir la mort ou l'infirmité. Et là, l'infirmité, pour aller travailler, c'est compliqué après. Mais voilà, donc on voit bien ces petits conflits qu'on va retrouver un peu partout en France, ces petits conflits là entre seigneurs. Bon. Au bout de 10 ans, il se trouve que les deux font la paix et on va toujours continuer dans ce système avec le fils aîné qui va recevoir Banyuls et le fils second qui lui va recevoir Cerbère. Et bien sûr, lorsque le fils second meurt, il ne transmet pas à ses enfants, ça revient donc à la branche aînée. Donc au XIVe siècle, on va voir apparaître, alors je ne vous les ai pas tous mis parce qu'il y en a beaucoup, j'ai mis les principaux, ceux que vous connaissez le plus. Donc ici vous voyez le mas cornette, dont nous parlera Germinal tout à l'heure. Donc là on voit apparaître le mas de l'Adjé, bien sûr ce qu'on appelle maintenant le mas paré, qui à ce moment-là s'appelle la case del Mouli, forcément puisqu'il y a le moulin pas loin. Ici donc on a le mas de la Baillourie, ici le mas Parouquette, et ici le mas Ramounette. Et bien sûr tous les mas qui vont ensuite se mettre dans la vallée du Baïpoulpou. Donc là on a le mas Francas, etc. Et on en arrive donc à cette idée d'un habitat dispersé. Vous voyez, il n'y a pas tellement de regroupements. Alors il y a quelques regroupements de maisons autour de l'église des Abeilles, on a quelques regroupements autour de l'église Saint-Jean, on a un troisième petit regroupement sur le Puig d'Elmas, mais chacun fonctionne plus ou moins de manière autonome, avec pour l'essentiel des gens qui habitent dans leur mas et qui habitent tout seuls. Pourquoi? Tout simplement pour une question de subsistance. Alors si on regarde dans les textes, on s'aperçoit en fait donc qu'en bleu ici, on a la part la plus importante de l'agriculture, c'est l'élevage.
Alors quand je dis élevage, on a très peu de bœufs, hein, c'est plutôt des animaux de trait. On a aussi très peu d'équins, les chevaux, les mulets, les ânes, on n'en a pas beaucoup. Par contre, l'essentiel, c'est des chèvres, et ce qu'on appelle des chèvres alpines aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que ce sont des chèvres qui sont relativement petites, qui sont assez frustres, hein, elles mangent à peu près tout. Elles s'adaptent à peu près à tous les climats et à toutes les pentes. Et donc, pendant très longtemps, on a eu ces chèvres. Le dernier berger, c'est Anicette, hein, qui est encore en vie. L'abattoir, lui, se situait aux Elmes. Et donc, tous les gens que j'ai interrogés qui ont connu cette période-là me disaient que, forcément, les Bagnoulins qui mangeaient les chèvres produites et tuées ici, hein, mais ils disaient que quand même, c'était un peu filandreuse. Hein. Il valait mieux faire des ragoûts plutôt que des méchouis avec, hein, parce que c'est quand même une chèvre, bon, quand on voit ce qu'elle mange, le terrain sur lequel elle est, forcément. Hein, mais ça permet en tout cas à la communauté de vivre. Ensuite, donc, on a tout ce qui est en orange, les céréales. Et oui, bizarrement, aujourd'hui, on a du mal à s'imaginer, hein, mais à ce moment-là, on ne peut pas aller au supermarché comme on fait aujourd'hui. On n'a pas les routes qui permettent les échanges comme on fait aujourd'hui, donc il faut bien produire. Hein. Alors, c'est comme ça qu'on va se mettre en place une organisation très rigoureuse dans les vallées. Alors, en fond de vallée, on va faire les céréales. Alors, pourquoi en fond de vallée? Parce que c'est les parties qui sont les plus humides. Hein, c'est là où l'eau part le moins vite. Ensuite, sur les coteaux ensoleillés, c'est plutôt là où on va faire venir la vigne et les olives. Et par contre, les coteaux qui sont le plus au nord, ceux qui reçoivent le moins de soleil, ou ceux qui sont le plus soumis aux entrées maritimes, eh bien là, on va plutôt faire de l'élevage. Hein, et c'est comme ça donc qu'un mas va posséder une vallée. Parce que pour avoir un fond de vallée, pour avoir un côté ensoleillé et un côté à l'ombre, hein, et c'est donc comme ça à peu près que par vallée, vous allez vous retrouver un mas. Et progressivement, alors bien sûr, le mas, des fois, quelque part, il est très éloigné du lieu où paie le troupeau. Donc c'est comme ça qu'ils vont construire ce qu'on appelle des cortales, hein, qui sont des espèces d'étables. Hein. Bien souvent, on va retrouver des couloirs à traite à côté, hein, où ça permet de traire et puis de traiter le lait, le fromage, parce que bien sûr, vous ne descendez pas le lait tous les jours, hein, donc on va faire les fromages sur place. Et progressivement, ces cortales vont se détacher des masses mères pour devenir des masses eux-mêmes. Et c'est comme ça que progressivement, l'habitat va se morceler. Hein. Pareil pour certains mas, comme par exemple la Casa del Mouli, qui est aujourd'hui le mas Paré. Eh bien, au départ, donc, on a un seul mas, et puis progressivement, peut-être parce que le propriétaire du mas a des enfants, eh bien, on va commencer à construire une pièce à côté, et puis encore une, et puis encore une, et à la fin, on se retrouve donc avec un hameau. En gros, hein, c'est un petit peu ce qui est arrivé au mas Paroutet et au mas Ramounette aussi, il y a d'autres. Hein. C'est-à-dire que certains mas, eh bien, font florès, c'est-à-dire qu'ils ont une espèce de descendance et ils deviennent un petit noyau, et d'autres disparaissent complètement. Il suffit de se promener dans les chemins tout autour de Bagnoul et on s'aperçoit de nombre de constructions qu'on juge anciennes et qui sont aujourd'hui à l'abandon, sans toiture. Alors, pardon, j'oubliais, donc ce qui est en jaune, c'est les vignes. Et ça, c'est tout l'objet de ma thèse, mais je n'ai pas encore terminé. C'est-à-dire que les vignes ne représentent pas plus de 20 à 23% du territoire total de la commune. Hein, parce que pour penser viticulture, c'est-à-dire monoculture de la vigne, il faut avoir de quoi importer de quoi manger. Tant qu'on n'a pas une route ou un moyen de communication qui nous permet d'importer la nourriture, eh bien on va la produire sur place. Et cette révolution-là ne va arriver qu'avec la voie de chemin de fer en 1876. À partir de là, on va passer à la monoculture, mais avant, il y a un petit peu de vigne, parce que la vigne, le vin, c'est aussi un aliment, ça permet de soutenir la croissance des enfants, bizarrement. Et puis surtout, le vin, ça permet de couper, parce que ils ne font pas tous du bagnoul, ça, faut être bien clair. Hein. Bien souvent, on a tous connu, mon arrière-grand-père faisait du vin, bon, il ne fallait pas le garder trop longtemps, quoi. Hein. C'était du vin de tous les jours qui se faisait lui-même. Donc ça permet, pourquoi? Parce qu'on est à un moment où on n'a pas encore l'eau courante. Et donc l'eau, quand vous la stockez, très vite, elle peut avoir un goût de croupie. Et donc pour casser ce goût, eh bien, on met du vin. C'est comme ça qu'on a un vin qui est relativement clair, parce que c'est vrai que si vous regardez, on vous dit qu'à telle période, on buvait tant de litres de vin par jour, vous dites, si c'est tant de litres de vin de Bagnoul, il ne devait pas cultiver grand-chose quand même. Hein. En fait, c'est un vin qui est plutôt léger, qui ne se garde pas, c'est un vin de l'année, justement, qu'on va servir et qu'on va consommer. Et enfin, donc, vous avez la dernière partie qui ne représente même pas 10%, ce sont les olivettes. Hein. Donc, vous voyez, on a quelque chose, hein, une économie qui est assez diversifiée, c'est ce qui va lui permettre de subsister jusqu'au 19e siècle, pendant très longtemps. Et c'est aussi comme ça, comme les Bagnoulins qui exportent peu et importent peu, parfois les crises économiques leur passent un peu au-dessus de la tête, ils sont autonomes. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils vivent bien, ça veut dire qu'ils sont autonomes sur leur territoire. Alors, quel était le niveau de richesse de ces gens? Alors c'est sûr qu'il devait y avoir des Bagnoulins très pauvres.
Mais là-dedans, on voit aussi des gens qui ont de l'argent, et surtout des gens qui savent saisir des opportunités. Alors vous voyez, en 1420, on a François Hilliard, un fermier. Alors lui, il est fermier, c'est-à-dire que les terres ne lui appartiennent pas. Il loue les terres à l'ordre de Saint Jean de Jérusalem. Et alors le mas Nabanet, il est dans cette fameuse vallée de Colico Profundis, c'est-à-dire du côté de Polie. Il surplombe, il est du côté de Coscron. Et donc vous voyez que lui, en 1420, il vend un esclave noir pour la somme de 100 florins. Et alors là, on va retomber toujours sur le système des pirates. En gros, il semblerait, maintenant je peux me tromper, mais qu'un bateau se soit échoué, qui transporte entre autres quelques esclaves, il a mis la main dessus. Voilà. Forcément, c'est devenu le sien et il a réussi à le revendre. Alors, il le revend 100 florins. Alors, oui, mais ça fait quoi 100 florins? Alors, si vous regardez nos pièces actuelles, vous verrez, dessus, il y a un chiffre. C'est ce que vaut la pièce. On se moque du métal avec lequel elle est faite. Ce qui compte, c'est le chiffre qui est marqué dessus. Au Moyen-Âge, la monnaie ne marche pas comme ça. La monnaie, vous voyez, sur un florin, c'est ce que vous avez ici, il n'y a pas de chiffre représenté. La valeur vaut le poids de l'or qu'elle contient. Tout simplement. Et un florin, ça contient 11 grammes d'or. Donc quand il vend son esclave noir, eh bien, il récolte l'équivalent de 1 kg d'or. Soit l'équivalent de 5 masses, ou l'équivalent de 25 bœufs. Ce qui est énorme. Donc vous voyez qu'on a des disparités, on a des gens qui peuvent être très riches, comme des gens qui doivent tirer le diable par la queue. Alors, 1385, il y a un grand recensement qui est fait dans le département. Et c'est comme ça qu'on apprend qu'à Banyuls, eh bien, on a 15 masses. D'accord? Et que dans ces 15 masses, on va retrouver 23 feux. Alors, au Moyen-Âge, ils appellent ça des feux. Aujourd'hui, nous, on appelle ça des foyers fiscaux. Feu, foyer, on y est resté. Donc, vous voyez, 15 masses pour 23 familles. Donc là, on est sur la vallée des Abeilles et la vallée de Cerbère. Et la paroisse Saint-Jean compte 15 masses aussi pour une vingtaine de familles. Donc en gros, on se retrouve avec 43 foyers fiscaux, 43 feux, et en gros, on va dire 200 habitants. J'ai appliqué un ratio de 6,5, alors je sais, c'est difficile de trouver la virgule, mais c'est pour avoir un peu le nombre d'habitants qu'on peut avoir. Pourquoi? Tout simplement parce que dans un mas, on va retrouver 3 générations. Mais souvent, on a la grand-mère, puisque je suis désolé, messieurs, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Donc on va retrouver la grand-mère, bien souvent, les parents et les enfants. Et c'est pour ça aussi que bien souvent, on va dire, allez, quand on fait un héritage, les parents disent, bon, alors on donne ça à notre fils aîné, et puis on ne veut pas partir non plus parce qu'on n'a pas d'autre endroit où aller, alors on dit qu'il y a une partie de la maison qui est réservée aux parents. Alors on va commencer à mettre des cloisons, on va commencer à mettre des portes, et ci et là, et c'est comme ça qu'on va se retrouver avec plusieurs habitats dans une seule masse. Alors, comment se gère cette communauté de 200 personnes? Parce que ce n'est pas le Seigneur Tout-Puissant de la communauté qui n'a rien à dire et juste à travailler. Ce n'est pas ce que nous apprennent les textes. Les textes nous disent qu'on a le donzeil des Abeilles, bien sûr, et qu'il y a la même mise sur les capes de case, les chefs de famille. Et est mis en place une cour de justice. C'est elle qui va régler les petits litiges. Toi, ça arrive par exemple quand tu as fait les vendages, tu as fait la fèche là qui était au bord de chez moi. Mais c'était la mienne. Alors il faut que tu me rendes le nombre de raisins que tu m'as pris. Ton troupeau a divagué dans mon champ. Donc je vais te prendre 4 bêtes en échange, etc. Donc comment régler ces petits litiges du quotidien en fait? Alors on va mettre en place la cour de basse justice. Alors le donzeil des Abeilles, lui, va nommer un bail, c'est-à-dire son représentant. Mais souvent aussi c'est le collecteur d'impôts, il fait un peu tout quoi. C'est ce qu'on va dire, c'est le préfet. À la limite, si vous voulez avoir une image, c'est un petit peu le préfet du seigneur sur le coin. Et les capes de case, eux, vont élire 2 consuls. Alors bien souvent, on va élire les consuls les plus riches. Pourquoi? Eh bien parce que eux, ils ont le plus à perdre avec l'augmentation des impôts. C'est souvent ce qui va se passer. Et c'est comme ça qu'à la Révolution française, quand va apparaître le maire, eh bien, les paysans vont continuer sur ce système d'élire toujours le plus gros propriétaire. Jusqu'on va dire au début du XXe, ça se passe à peu près comme ça. Il y a cette vieille habitude qui est gardée. Alors cette cour de basse justice, bien sûr, tous les ans, elle fait sa rentrée. Et donc on sait qu'au départ, eh bien, elle va faire sa rentrée, où ça? À la paroisse des Abeilles.
hein, devant la porte du seigneur. Et puis progressivement, eh bien, on va voir ce conseil de basse justice eh bien, s'ouvrir au Puy d'Elmas. Donc vous voyez, on a commencé à descendre. Et à la fin du XIVe siècle, cette cour de justice, elle se réunit devant la rectorie. Et donc là, c'est à partir de là, au XVe siècle, qu'on va voir ce basculement entre les zones montagneuses et les zones maritimes. Hein, désormais, les zones montagneuses vont continuer à être toujours habitées, toujours à servir de grenier à Banyuls, mais progressivement, les populations vont commencer à déserter un petit peu les montagnes et à venir s'installer au plus près de la mer. Alors, pour terminer, j'aimerais quand même parler de la fin de la famille des seigneurs de Pavot, puisqu'ils sont là quand même depuis le XIIIe siècle. Et au XIVe siècle, donc, ils vont être accusés, vous voyez, 15e siècle, pardon, 1432. Donc les deux frères, Jean et Hugues, sont accusés de l'assassinat d'un prêtre de la cour d'Aragon. Voilà. Alors, que va faire Jean? Eh bien, il va commencer à se mettre en réserve une trésorerie. Et c'est comme ça que de 1433 à 1440, il va commencer à vendre certaines de ses masses. Hein, donc vous voyez, il va vendre le mas Franol, c'est l'actuel mas Bail, ça on est dans la vallée du Bail-Poupou. Il va vendre le mas Guillaume, qui est au-dessus du Puy d'Elmas. Il va vendre le mas Cornette. Il va vendre le mas d'Elsa-le-Mainz, lui se trouve de l'autre côté d'Étine, hein, dans la vallée donc, de Cospron. Il vend 2 habitats aux abeilles. Il vend la Casa del Mouli, le mas Paré, et il emprunte 20 florins. C'est-à-dire en gros que pendant 7 ans, eh bien, il va arriver à tirer de Banyuls 2 kilos d'or pour préparer sa défense. Mais en 1440, le procès a lieu, donc Jean est condamné, sa seigneurie lui est confisquée. Alors, les biens qui restent, parce que bien sûr, le seigneur a des possessions pour le compte d'Empúries, mais en même temps, il a des possessions qui lui sont personnelles. Il a pu acheter des masses, il a pu faire défricher des terres qui n'étaient pas quelque part dans son contrat avec le comte. Jean va les léguer à son frère Hugues. Alors Jean va partir en croisade et on ne sait pas ce qu'il devient. En tout cas, s'il est revenu sur Banyuls, les textes ne le mentionnent pas, ou du moins ceux qui nous restent ne le mentionnent pas. Et son frère Hugues, alors Hugues, lui, il était commandeur de Saint-Jean de Jérusalem. Donc les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, c'est un ordre religieux. Alors ceux-là, ils sont un petit peu compliqués, on les appelle les Miles Christi, c'est-à-dire les soldats du Christ. Donc ils sont à la fois chevaliers et moines. Un petit peu compliqué à comprendre, c'est un petit peu comme les Templiers. Donc, étant moine, bien sûr, il n'a pas le droit d'avoir d'enfants. C'est comme ça qu'il va mourir en 1464, quasiment la fin du XVe siècle. Bien sûr, étant mort sans enfant, eh bien, la seigneurie va tomber en déshérence. Alors cette seigneurie va être reprise par le comte d'Empúries, qui va la vendre à ce qu'on appelle un bourgeois honorat, c'est-à-dire un bourgeois honoré de Perpignan. C'est-à-dire un Perpignanais qui a fait fortune dans la vente de draps et qui veut s'acheter une particule. Donc il y a la seigneurie qui est à vendre, donc le comte d'Empúries doit avoir besoin d'argent, et c'est donc comme ça eh bien, qu'il va vendre Banyuls. Alors, on va donc appartenir à cette famille donc, de bourgeois perpignanais, mais eux, ils ne viennent jamais ici. Ils vont nommer un bail, c'est-à-dire un représentant. Et c'est comme ça, donc en gros, que si vous voulez, les Banyulins vont devoir se débrouiller par eux-mêmes. Ils n'ont pas de seigneur à domicile. Alors oui, il y a ces vieux châteaux, mais ils n'ont pas de seigneur vraiment sur le lieu. On n'a pas, nous, 1790, les Banyulins ne se sont pas levés avec des fourches pour aller pendre le seigneur du coin, puisque depuis la fin du 15e, ils n'en ont plus. Et c'est comme ça donc qu'on va voir progressivement se développer, un esprit de liberté, dans le sens où les Banyulins n'ont à rendre compte qu'à eux-mêmes. Et ils se débrouillent entre eux. Alors il y a un représentant, ils ont leur pouce de basse justice. Voilà. Il y a cette idée-là de on se débrouille par soi-même. Mais ça, Germinal vous l'expliquera mieux, donc, lorsque lui il va aborder le mas Cornette, et d'ailleurs je lui laisse la parole. Alors, on va en fait parler du même sujet, mais avec un angle d'attaque très très différent, et avec l'espoir, enfin en tous les cas que je partage avec Christine, c'est qu'en fait ça se raccorde très bien, c'est le concept de patrimoine, en fait de définir le contour d'un patrimoine. Alors, elle vous a parlé de l'histoire et de la conquête de la vallée par le peuplement progressif en fonction des aléas guerriers et possessifs entre Aragon et la France, enfin les Francs.
Et moi, j'ai eu le privilège d'habiter le Mas-Cornette, en particulier pendant des hivers, c'est un moment très rigoureux. Et je me suis mis à observer ce qui s'y passait. Et je me suis posé donc la question de comment les gens avaient pris la décision de se mettre là plutôt que là, et pour quelles raisons. Et du coup, c'est ça qui va faire l'objet de la présentation, et de comment on peut raccorder ce que ces gens ont ressenti, la manière dont ils ont mis en œuvre la construction du MAS, et comment c'est ça qui devient en fait un morceau du patrimoine qui a un privilège particulier, c'est que si l'objet patrimonial n'est pas reproductible, c'est impossible. Essayer de faire un MAS comme le MAS des abeilles aujourd'hui, vaut mieux que vous ayez plusieurs puits de pétrole au Qatar. Mais par contre, le savoir-faire de ces gens-là, oui, c'est transmissible parce qu'on peut se le raconter et en faire quelque chose. Alors, le Mas-Cornette, dans la configuration actuelle, c'est le MAS le plus éloigné de Banyuls. Dans la configuration antérieure, c'était un MAS qui était proche en fait de Sanquetxe. Mais peu importe, il a toujours été en tous les cas, il est toujours à un point particulier, c'est on va prendre l'arête de la frontière, c'est le MAS avec le MAS Pils qui sont les plus proches de la frontière, en tous les cas de la crête. Et ça, c'est donc, si vous voulez, un caractère physique, c'est les deux MAS les plus proches de la frontière. Et ça compte dans la suite. Alors, on le voit, ici, et ici, voilà. Oh, c'est un gros doigt là. Il est ici, et effectivement, Christine a bien précisé que l'autonomie alimentaire à cette époque-là incluait beaucoup de céréales, soit des surfaces planes de préférence, et pas du tout en terrasse, comme pour la vigne. Il se trouve que le Mas-Cornette se trouve à l'embouchure, à la jointure de deux vallons, deux vallées, avant la remontée très abrupte sur le col de Banyuls. Il y a une espèce de bec, on remonte sur le col de Banyuls. Donc c'est des éléments physiques, et les gens, effectivement, savaient que cet endroit-là disposait de surfaces planes, et en quantité, puisque c'était au carrefour de plusieurs espaces vallonnés. Donc c'est un premier, on peut imaginer, si vous voulez, le début d'un raisonnement très simple, les gens ne se mettent pas n'importe où. Voilà. Là, le Mas-Cornette, vu d'une colline qui se trouve en face, vous allez voir que ce que je vais raconter, c'est des sommes d'évidences, mais des évidences que tout le monde connaît, sauf que quand on les met ensemble, ça devient plus difficile à gérer comme un concept général, une attitude par rapport à la construction ou à l'urbanisme actuel ou à l'architecture actuellement. C'est ça qui est intéressant. Là, le Mas-Cornette, et effectivement, il est sur un versant sud. Pareil, pourquoi se mettre sur un versant nord? On est bien mieux au versant sud, surtout en fond de vallée où l'hiver est très rigoureux. Je peux vous assurer que l'hiver, c'est une vallée assez froide. Il a une particularité, c'est que, on le voit ici, petit doigt, il y a une arête ici, qui remonte juste au col de Banyuls, qui est là, et le Mas-Cornette, si en gros les gens disent « ah ben il est sur l'arête », pas tout à fait. Pas tout à fait, pour des raisons qu'on va voir, et la position en altimétrie du Mas-Cornette est en fait un choix très raffiné des gens qui l'ont construit. Alors, c'est difficile à dire, ils ont étudié le terrain et puis ils disent on va se mettre là, comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Le temps est une notion qu'il faut introduire. Certainement qu'au Mas-Cornette, du fait qu'il y avait des surfaces arables exploitables, il y a eu certainement des campements au départ. Les gens montaient là, et il y avait certainement des cabanes en bois avant de faire des masses en pierre. Il y avait certainement des établissements, sous les Gaulois, c'était des bouts de bois, des huttes. Et avec l'expérience cumulée, le développement économique, ils ont eu l'occasion de réfléchir et de dire, de ressentir, encore une fois, de dire peut-être que plus haut c'est mieux, peut-être que plus bas c'est encore mieux, etc., etc. Donc il n'est pas sûr que le Mas-Cornette ait été d'emblée ici.
il a été d'emblée dans ce secteur-là, oui, mais les constructions, il y a plusieurs constructions en masse cornette, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui a été fait par un architecte qui a signé un permis et puis qui... C'est certainement pas le cas. Je ne traite que du corps de bâtiment ancien, ici, dans ce cas-là, le plus ancien. Et il a une particularité, c'est que ce n'est pas un cortal, c'était un lieu d'habitation, c'est-à-dire que les gens y habitaient et autant pour les chèvres, ils disaient si elles ont froid, ben, elles se débrouilleront, autant eux, ils faisaient attention à la position de la maison par rapport à ça et par rapport à d'autres exigences qu'on va voir. Alors, il a une particularité que vous connaissez tous, c'est un rectangle typique de la construction des masses de cette région, qui est essentiellement due à la portée des bois. On est dans une région où il n'y a pas de grands sapins, de grandes poutraisons, donc la dimension moyenne d'une faîtière à un mur, si c'est plus de 6 mètres, c'est déjà un exploit. On est obligé de passer en arcade. L'arcade, c'est pas un truc facile à construire, c'est normalement 2 pignons, 4 murs et puis une toiture en bois, c'est facile. Donc la dimension des masses, des petits masses comme ça, pour nous petits, enfin à l'époque c'était des grosses structures, c'est pas négligeable. C'est la dimension des bois et des matériaux. Donc c'est une combinaison de ces deux choses-là. Alors, on a vu, vous avez vu la photo d'avant, c'est sur une crête. Mais justement, sur le côté nord, il y avait quelque chose qui les embêtait beaucoup, qui nous embête toujours d'ailleurs, c'est la tramontane. C'est un vent qui est désagréable, sauf qui est très agréable quand on ne va pas entendre celui qui vous parle, parce qu'on se met dans le sens du vent, dans le sens contraire du vent, et on n'entend rien. Mais là, si on se met sur la ligne de crête, le vent est de dos au maximum. Et justement ici, il y a la Madoc un peu plus haut, et le vent descend sérieusement. Si on se met très bas en dessous de la crête, on perd certainement autre chose, on va le voir. Donc il y a un choix à un moment donné de dire est-ce qu'on se met sur la crête, au bord de la crête, sous la crête ou quelque chose comme ça. Alors on va y venir. Il y a une autre exigence, il faut se protéger du vent, on vient de le voir. On a besoin des surfaces arables, on ne va pas répéter tout ça. Et puis il faut voir le terrain que l'on occupe. Un paysan, c'est rarissime qu'il se dise il met la clé sous le paillasson le soir et puis il oublie ce qui se passe. Le moindre bruit, il se lève, il va voir. Le moindre sursaut, il va voir. Le matin, selon la pluie, il dit je vais plutôt aller par là, par là. Il a besoin de voir. On a un rapport visuel aux choses que l'on produit ou qui sont la ressource essentielle. Alors, et il y a une évidence, oui, effectivement, il y a la vallée principale de la Baillerie, mais il y a aussi également la partie du vallon arrière et ce contre-vallon devant qui vient sur les collines. Donc, il se trouve que, si je fais la synthèse, effectivement, le mas cornette est sur une pointe très articulante de l'ensemble de la vallée. Alors, tout ce qu'on peut raconter ici, en réalité, moi je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas le temps de le faire, mais je suis à peu près sûr qu'il y a autant de justificatifs pour le mas des abeilles que pour le mas de ceci. Il y a autant de raisons. C'est les mêmes gens qui l'ont fait, donc, enfin la même civilisation, on va dire. Il n'y a aucune raison qu'ils aient eu une attitude différente. Alors, ça se complique un peu. C'est que, Christine l'a dit, c'est le col de Banyuls, c'est quand même un point sérieux. C'est là où passe le Puig de Mas, c'est la borne inférieure, mais le col de Banyuls, c'est la borne supérieure. C'est-à-dire que les gens avaient intérêt à savoir ce qui s'y passait quand même. Des bruits. Alors, je peux vous assurer que quand il n'y a pas de vent, quand il y a quelqu'un au col de Banyuls, on marque cornette, en gros, on l'entend, et réciproquement. C'est incroyable ce que la voix porte dans la nature silencieuse, où avec un peu de vent, ça ajoute un peu, et on entend pas très bien, mais un capharnaüm, des chevaux, on entendrait. Des vaches, on les entend. Donc, il y a une nécessité stratégique de contrôler le col de Banyuls. Alors, c'est embêtant parce que je me mets là, mais si je me mets là, je ne vois pas le col de Banyuls, mais je ne vois pas le Valais arrière. Donc, il y a toute une combinatoire de choses extrêmement simples, mais qu'il faut quand même synthétiser pour faire un bon choix. Alors, ici, on voit la crête que j'avais évoquée tout à l'heure. Pardon, là, c'est la crête qui monte juste au col de Banyuls.
et le mas est là. On a dit, si je me mets trop haut, effectivement, j'ai le vent de dos. Et en plus de ça, la vue sur le col de Banyuls s'arrête parce qu'elle est stoppée par un buton du relief. On ne voit pas le col de Banyuls quand on est sur la crête. Si je me mets carrément en bas, près des surfaces arables, enfin, donc près de l'eau, ben, je ne le vois pas non plus, parce qu'il y a une butte ici, sur ce côté-ci, là, qui empêche qu'on voit le col de Banyuls. C'est-à-dire que si vous êtes trop bas, vous ne voyez pas non plus. Ben, effectivement, il y a un point moyen où ça passe juste, et vous voyez le col de Banyuls. Donc, on peut imaginer, c'est une hypothèse, que les gens se disaient, un jour ils sont mis en haut, ils disent on ne voit pas le col de Banyuls, oh là là, ils sont venus, ils nous ont surpris, etc. On va descendre, ah oui, mais on ne le voit pas non plus. Donc, un jour, au bout d'un certain nombre d'expériences, ils ont décidé de se mettre à l'endroit où ils le voyaient. Et en plus de ça, il dit, bah, ça tombe bien, c'est là que le vent ne passe pas. Et en plus de ça, on arrive à voir presque tout, sauf le petit vallon à l'arrière, où il faut faire quelques mètres en sortant du mast pour aller voir ce qui se passe derrière. C'est un compromis. Mais c'est un compromis qui est construit sur plusieurs arguments où on a choisi les meilleurs ou les plus importants pour décider. Alors là, l'hiver, je l'ai dit plusieurs fois, c'est parce que j'ai dû avoir très froid que je m'en rappelle. Effectivement, on est embêté parce que le soleil se lève tard. Et en face, eh ben, il y a justement une butte qui empêche le soleil de percer très rapidement. On n'est pas au bord de la mer ou à l'est, aux équinoxes, boum, c'est à l'est. Et au solstice d'hiver, ben, c'est un peu au nord-ouest, au nord-est, et donc, ça c'est pas comme ça. Alors, on peut dire que par rapport à cette butte, plus le mas est en hauteur, plus il bénéficiera du soleil du matin. Plus il est bas, plus il sera à l'ombre. Fais l'étude du relief. Là, c'est comme si j'arrivais en avion sur le mas depuis le haut des versants sud. Ben, la première flèche indique une dorsale, la deuxième flèche une autre dorsale, et quand je m'approche, que je passe la deuxième dorsale, je vois le mas cornet, et ben, le mas cornet est dans l'alignement des deux reliefs supérieurs. C'est-à-dire qu'il n'est pas au-dessus, il n'est pas en dessous, il est dans l'alignement des crêtes. Ça veut dire que je reviens à cette photo-là, derrière la flèche, il y a l'autre relief qui est tangent, enfin, qui est juste aligné, on le voit à peine, qui est derrière. Mais il y a une autre montagne, une autre colline plus haute juste derrière. Et donc, dans ce cas-là, voilà un troisième paramètre, un quatrième, ou je ne sais pas comment j'ai dit, cinquième paramètre, qui fait que il y a un choix à faire, à quelle hauteur on doit se placer pour profiter du soleil. Du matin, du solstice d'hiver, qui est la journée la plus courte et donc la plus défavorable. L'été, au contraire, c'est le contraire, ils chercheront à se protéger du soleil. Alors, ça, c'est des photos qui sont prises à 30 secondes d'intervalle de cette butte, le 21 décembre, à Cornet, depuis la fenêtre de la façade principale de ce rectangle tout bête qui est la construction de Cornet. Alors, le soleil se lève là, alors l'azimut, relevé, hop, 154 degrés. Alors c'est déjà un peu tard dans la journée, en heure solaire, c'est 10 heures du matin à peu près. C'est-à-dire que là on voit, dans un logiciel solaire, on voit très bien le soleil du solstice d'hiver, pour la latitude de 42-23 pour Banyuls, je crois, le soleil se levait dans 154. Eh bien, la façade de ce rectangle est absolument perpendiculaire à ce rayon. Elle n'est pas de biais, elle n'est pas comme ça, elle est dans la perpendiculaire du rayon solaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on aurait pu mettre le bâtiment là, on a vu, il y avait des choix à faire, on aurait pu le mettre comme ça, ben non, il est à la bonne hauteur et face à la perpendiculaire du soleil. C'est-à-dire que le matin du 21 décembre, quand le soleil se lève, il rentre dans la maison très loin. Donc c'est quelque chose que, alors c'est pas... Peut-être que les gens étaient déjà au champ, hein, mais enfin bon. Voilà, ça c'est la vérification plane de cet azimut. Voilà, on va passer là-dessus. Donc il y a le mas cornet et il y a le 154 azimut qui donne l'axe du lever de soleil au-dessus de l'alignement des collines, donc à minima,
ou un maxima selon le point de vue duquel on se place. Et puis il se trouve qu'ils ont fait un rectangle, ben, ça tombe bien parce que le col de Banyuls il est perpendiculaire, exactement. C'est-à-dire que quand vous faites la façade de Cornette, vous mettez à la fenêtre et vous tournez la tête à droite, vous voyez le col de Banyuls exactement. C'est-à-dire que si vous êtes un peu plus bas, vous ne voyez pas le col de Banyuls, vous êtes toujours face au soleil, etc. Donc encore une fois, on comprendrait que les gens ont eu des expériences, ressenti des choses, vécu des événements, et que finalement l'architecture, on va parler, j'utilise le terme maintenant, l'architecture ou le bâti est la synthèse de quelque chose qui est de l'ordre du physiologique, de quelque chose que les gens ont vécu. Ce n'est pas une expérience administrative. Christine a parlé de l'administration, de l'impôt, de la possession, de ces choses-là. Et en fait, cette partie-là se raccorde parfaitement à ce propos-là, parce que autant l'impôt, c'est également du vécu, autant les réalités physiques d'existence, de subsistance, parce qu'on a parlé du XIIIe siècle et la peste noire aussi, je crois. Alors dans le secteur, je ne sais pas, mais à Elne, tout ça, ils ont perdu une population considérable. Et l'épanouissement économique, c'est le XIIIe. C'est quoi, 1300 et quelques la peste noire, 1350 1349. Ouais, 49. On passe, nous, on descend de 200 à 77. Voilà, c'est-à-dire que la population qu'elle a annoncée de 200 personnes dans la vallée de Banyuls en 1300 et quelques, à la fin de la peste noire, ils sont plus que 60. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus assez de gens pour entretenir les murs. Il n'y a plus assez de gens pour aller se battre contre le voisin cerbère, parce qu'ils sont morts. L'économie se rétracte, c'est-à-dire qu'il y a une paupérisation des zones. Il a fallu attendre pratiquement Louis XIV pour que ça reparte. Je ne sais pas, toi, Oui, il faut attendre ça, et puis même, je veux dire, Louis XIV pense qu'on est tellement nombreux dans le département qui va nous imposer, puisque les impôts ne sont pas calculés comme aujourd'hui au prorata de ce qu'on gagne. Hein. Le roi dit, bon ben voilà, dans cette partie, j'estime qu'il y a 100 000 habitants, donc ils me doivent 10 000 louis. Et comme nous, ils nous estiment plus que ce qu'on est, et bien en fait, nos impôts sont beaucoup plus chers qu'ailleurs. C'est ce qui va être une partie de la révolte, d'une des nombreuses révoltes populaires. Donc, la peste noire fait qu'il y ait des révoltes. C'est assez logique. Alors, bon, ça veut dire que, je vois un ami navigateur ici, il comprend parfaitement ce que je dis, c'est-à-dire que le mas Cornette, comme beaucoup de mas, est placé comme un bateau dans l'espace des montagnes, en fonction d'azimuts, de contraintes. En mer, c'est des contraintes maritimes, c'est le vent, on en a parlé, c'est des choses comme ça. Et bien en architecture ici, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il a fallu gérer les obligations de physique et le synthétiser dans le bâtiment. Ce qui fait que le mur jaune, eh ben, il est face à la colline, il est 154 degrés, c'est face au lever du soleil du solstice. Et le mur bleu, eh ben, c'est le col de Banyuls, on y va, on suit, on arrive directement. Alors, pour conclure, parce que je ne tiens pas du tout à développer, on peut développer pas mal de choses là-dessus, mais bon, je répète un peu le propos liminaire de Christine au départ. Les patrimoines, ce que l'on considère comme patrimoine, les vieux centres historiques, les masses, les palais, des choses comme ça, en gros, c'est pas reproductible. Les gens qui savaient le faire ne savent plus faire. On parle du marin encore, refaire une barque catalane aujourd'hui, on a tenté de refaire un voilier, je crois, à Nantes ou à Lorient. Ça prend, alors qu'on est incapable d'envoyer des types dans la Lune et de les faire revenir vivants, on est incapable de faire un bateau qui se faisait au XVIe siècle. Pourquoi? Parce que le savoir-faire a disparu. Par contre, le fait de dire « je voudrais être chauffé par le soleil la journée la plus froide, je veux voir telle chose », ça c'est des constantes. Il n'y a pas besoin le problème de la reproductibilité d'une sensation, eh bien, il ne se pose même pas. C'est de fait, je peux expliquer à Christine, dire voilà, on va aller camper par là, et ben, ce serait peut-être mieux de mettre le truc à l'abri du vent. C'est des réactions de cet ordre-là. Et c'est ce qui se passe maintenant, c'est que on a tendance à rendre le patrimoine formel, celui qui nous reste, le transformer et le vivre comme une icône, c'est-à-dire qu'on le sacralise. Et en France, le problème de la muséographie ou de la muséographie des objets anciens
pose problème. Les architectes des bâtiments de France sont là pour nous le rappeler, c'est-à-dire que croyez pas que Notre-Dame de Paris n'a pas été construite sur quelque chose qui préexistait et qui était plus ancien que bien évidemment. Les gens qui ont construit Notre-Dame de Paris, ils ont rasé ce qu'il y avait avant, ils ont construit quelque chose de différent. Ils n'ont eu aucun scrupule. Aujourd'hui, pour changer une fenêtre dans un bâtiment, mais il faut ça de paperasse, et il faut 4 architectes et 7 experts. Et donc il y a un changement de rapport à l'espace. Et c'est de ça que je voudrais, sur ce point sur lequel je veux insister, c'est que si on oublie le savoir-faire, les raisons premières qui font que le patrimoine est beau, respectable et dans lequel on se sent bien, eh bien on va vers une dérive qu'on va voir juste derrière. Je fais une remarque. La plupart des grands architectes français, il n'y en a aucun qui vit dans une maison qu'il a construite. Ils vivent tous dans des vieux centres historiques. Place des Vosges, dans le Marais, à Cadaqués, mais il n'y en a aucun qui vit dans un HLM. Qui l'aurait construit, je dis. Alors, il y a une dérive, et ben c'est ça la dérive. C'est-à-dire que si on prend la partie iconique du Mas Cornet, ben, du moment que j'ai des tuiles catalanes sur ma maison, ben c'est catalan. Voilà, alors ça donne ça. Pire que ça, du moment que mon toit a la couleur de la tuile du truc, eh ben ça donne ça. On vient d'en construire un juste à côté là. Donc, et on dit, mais oui, ça fait catalan. Parce que c'est ça qui est sur les prospectus. Rappelez-vous que ce que vous voyez sur les prospectus, c'est intégré dans notre espace culturel, etc. On vous raconte des trucs comme ça, et puis ça marche. Il faut comprendre aussi que cette dérive, elle alimente un marché de l'habitat qui, pour des raisons économiques que je comprends parfaitement, qui ne sont pas les mêmes que celles du Moyen-Âge, hein. Ça, on est d'accord. On doit rentrer dans un autre cadre de raisonnement. Mais si on prend le produit construit en France, 60% de ce qui se construit par an en France, c'est des pavillons. Donc, la dérive, c'est de prendre uniquement la partie anecdotique ou iconique, ce que j'appelle anecdotique d'un élément historique, la colonne dorique, hein, si pendant, pourquoi pas. Et on ferait que des colonnes doriques en plâtre, hein, c'est ce qui se passe, ou des ranchs, ou des choses comme ça. Donc, autant ça veut dire que ça assassine littéralement les raisonnements premiers. On n'en a plus besoin puisqu'on a l'icône. On remplace un raisonnement par quelque chose qui est formel. Et moi, en tant qu'architecte, ma posture politique ou éthique, c'est évidemment, je peux pas admettre ça. Je dis, on est une société moderne. On doit être moderne en s'appuyant sur un savoir-faire. Le savoir-faire, il est d'ordre, par exemple, on a évoqué une petite liste d'ordre physiologique. Oui, il y en a plein d'autres, hein, il y a plein de choses aussi importantes que ça, mais pourquoi pas celle-là? Et voilà. Je voulais juste ici, voilà, un Mas Cornet, on ne pourrait plus le construire. Les lois du PLU vous interdisent de le construire. On ne pourrait pas refaire un Mas comme Cornet. Maintenant, quand vous faites une maison, vous êtes obligé d'être à 4 mètres du voisin mitoyen ou à côté, à coller, etc. C'est-à-dire qu'on vous fixe des lois abstraites. Je ne dis pas qu'elles sont inutiles, hein, mais je dis on vous fixe des lois abstraites qui n'ont rien à voir avec ce qui est vécu pour donner de la forme. Ça donne ça. Je donne un dernier petit exemple. Il y a eu une tentative de récupérer du patrimoine en Égypte dans les années 48 à Hassan Fatih. À Hassan Fatih, en Égypte, il y avait une crise démographique très importante et puis de l'habitat. Et il s'est dit, c'est un architecte qui a fait des très belles choses, très intéressantes. En tous les cas, on ne peut pas lui ôter le fait qu'il s'est vraiment gratté la tête pour trouver des solutions. Et ça c'est une tentative de solution. Il a dit, je ne comprends pas, pendant 4000 ans, 5000 ans, en Égypte, on a construit des habitations, ça ne coûtait rien. Maintenant, on fait un bungalow, ça coûte 4 salaires de 2 familles pendant 8 ans en Égypte. Bon. Donc il est allé rechercher les techniques qui se faisaient, ça fait 4000 ans, c'est-à-dire de la terre, de l'eau et des choses comme ça, sans échafaudage, et de faire des voûtes. Il a également récupéré des idées de ventilation naturelle, parce qu'il fait très chaud en Égypte, vous savez, donc de ventilation naturelle, pour intégrer ça dans les maisons. Son projet, il a fait un projet entier à Gournia, parce que le village de Gournia, en fait, c'était des pilleurs de tombes. Ils avaient leurs habitations sur
les tombeaux anciens, et ils creusaient dans leur cave pour aller piller les trucs directement. Donc le gouvernement dit non, non, on rase le village, vous allez vous mettre ailleurs. Et donc c'est Hassan Fatih qui a fait le village de Gournia. Ça a donné des choses comme ça. J'y suis allé récemment, c'est en ruine. C'est-à-dire que ça a été complètement abandonné parce que les gens, il y a un facteur que Hassan Fatih a peut-être pas pu intégrer. Et c'est donc ça, c'est pour ça que je dis c'est pas le discours que je tiens n'est pas limitatif. C'est juste un outil de réflexion que je propose. Les gens veulent du moderne. Ils veulent pas habiter dans un truc comme ça parce que ça leur rappelle la misère qu'ils ont vécue antérieurement. Donc il y a un problème d'ordre psychologique. Donc toutes ces choses-là, il faut les intégrer. Voilà. Je crois que c'est tout.